Salut les Itata, merci de suivre cette 5e table du foot. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 personnalités de renom afin d'échanger autour du football martiniquais d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Autour de notre table, nous avons Gaël Germani, ancien joueur professionnel passé à Arles-Avignon, ancien coach de la Samaritaine et entraîneur adjoint de la sélection de Martinique sous Marc Colla. Bonsoir Gaël, merci d'avoir répondu à notre invitation. Salut Emric, merci à toi de m'avoir invité à ta table ronde. Avec grand plaisir, nous avons ensuite David Alexandre Dicano, ancien joueur professionnel de niveau Ligue 2, passé également par l'Olympique de Marseille et actuel coach de l'US Marinoise en R2. David Alexandre Dicano, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Zitata TV. Merci d'avoir invité. Ensuite, nous avons José Goron, ancien international martiniquais, actuel attaquant et membre du staff, entraîneur adjoint du CSKA Pilote en R2. Bonsoir José Goron. Bonsoir et bonsoir à tous. Et puis enfin, pour terminer cette table ronde, Patrick Persin, ancien joueur professionnel de l'ASC Amiens et puis figure emblématique du football martiniquais. Patrick Persin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Emric et merci à toi d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir. On va commencer ce premier thème par le football martiniquais d'hier. Donc on va parler histoire, mémoire. Messieurs, quels sont vos plus beaux souvenirs du football martiniquais dans les années passées? C'est vous, hein. Moi, j'ai les souvenirs que j'ai. Bon, si on peut parler de la sélection, je pense que sur la table, là, on a des joueurs qui ont fait la Gold Cup, donc 2002. Il y a David, Patrick et moi. 2003, nous quatre. Donc, pour moi, le meilleur souvenir en sélection, pour moi, ça a été la Gold Cup 2002 et ça date de 23 ans. Ah, quand même. Ben, en sélection, moi aussi en sélection, je pense que c'est 2002. Et je crois que c'est là où la Martinique a été le plus loin. On a été en quart de finale. On a battu Trinidad avec Chaka Islop dans les buts. Je crois que c'est moi qui ai marqué en plus. Et je crois aussi, parce que sur globalfoot.com, on peut retrouver une vidéo de ce but, je crois. Voilà. Et la fierté pour nous, je pense, c'est qu'on n'était pas, on n'a pas beaucoup de joueurs de l'extérieur. C'était David Decano et c'était Eddie Ollier, mais bon, c'est des gars de Martinique. Donc, quart de finale, je pense qu'on n'a pas encore fait mieux et je souhaite ça au nouveau, mais parce que c'est quelque chose de très grand à vivre, quoi. David Alexandre. C'est une belle aventure. C'est une belle aventure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients du travail qu'on a effectué. À ce moment, on a tracé le chemin. Donc on espère que les jeunes d'aujourd'hui pourront faire autant. Mais c'est vrai que c'est un super souvenir. Moi, j'étais en métropole, j'étais professionnel, je revenais ici. On rencontrait les copains locaux. Il y avait une super ébullition, il y avait un super groupe. On vivait bien ensemble, mais c'est un super souvenir. Ouais, c'est riche humainement. Ah oui, c'était magnifique. Beaucoup de rires, beaucoup de... C'est vrai. Oh non, on vivait bien ensemble. Ben moi, c'est surtout moi l'intégration dans ce groupe-là. Alors, ils sont un petit peu plus âgés que moi. Oui. Donc, j'arrive sur la pointe des pieds en 2003 avec un stage à Trinidad où franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à intégrer ce groupe-là, à fréquenter ces garçons-là. Et avant, peut-être 1 an ou 2 ans avant, voilà, j'allais regarder les matchs du club franciscain. Je pense que sur les années précédentes, oui, le club franciscain a marqué beaucoup de monde. Et puis derrière, ce qui m'a surtout impressionné, c'est qu'à chaque match, il y avait d'excellents joueurs qui jouaient. Que ce soit l'Aiglon, les Fondelot, Bruno Jean-Louis. Tu allais à Saint-Pierre, tu avais Ludovic Mirande qui était à l'assaut. Casse-Pilote, les Gorons, Marteau, Jean-Victor Lavril. Tous les week-ends, chaque match, il y avait des... Et justement, quelle équipe ou bien quels joueurs vous ont le plus marqué au sein du championnat local même de la Martinique? Alors commencez par l'équipe déjà. Il y a plusieurs. Ben, l'équipe, comme j'ai dit, moi, le club franciscain. Et dans le club franciscain, tu avais Patrick, Jean-Hubert Sophie, Jean-Pierre Noé, Rodolphe Rano, c'est... Il ne faut même pas toucher. Des gens spectaculaires. Il y avait du spectacle. À stade, il y avait du spectacle, c'était beau à voir. On avait envie d'aller au stade. Donc pour vous aussi, c'est le club franciscain Moi, j'étais en métropole, donc je suivais ça de loin. Et honnêtement, le club franciscain a marqué les esprits. Ouais. Même à l'extérieur. À l'extérieur, évidemment. C'était une belle image. C'était des joueurs qui savaient jouer au football. On avait envie d'aller au stade. Le stade était rempli, il y avait du monde partout. Dans les tribunes autour des grillages. Malheureusement, j'étais trop petit pour connaître ça. On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est l'équipe du moment.
Ok. Il y avait d'autres joueurs, il en a parlé. Mais Il y a- après, il c'est y a vrai d'autres que, équipes. il y a, Il y ouais, avait il y a des- d'autres il y avait équipes. Et puis des moi, j'ai eu la bataillons. chance alors, d'avoir un papa entraîneur, donc j'ai été rapidement dans des vestiaires. Et même quand il était au Lorrain, les frères Taubo, euh, Olivier Olivier Hérel, Hérel. voilà, j'ai vécu dedans. Pour remonter encore un petit peu avant, j'ai eu la chance aussi avec mon père d'aller sur les matchs 3 mi-temps des anciens de la Samaritaine. Et quand tu entends les anciens raconter ce qu'ils ont vécu avant, tu sentais que voilà, le foot avant, c'était important, ça représentait quelque chose pour eux et que le foot leur a rendu beaucoup de choses. Donc avant, oui, c'était C'est impressionnant. exceptionnel. Et Patrick Persin, est-ce qu'on peut dire qu'après le club franciscain, il y avait la Samaritaine? Effectivement, dans l'histoire du football, effectivement, le club franciscain, on peut dire que le club franciscain a peut-être passé le flambeau à un moment à la Samaritaine, d'où le souvenir. Tout à l'heure, on a parlé de la sélection, mais le souvenir où Gaël Germany marque en métropole pour éliminer, c'était Sam Dolon. Sabdoulon. Je pense que la Samaritaine, avec son président Pirast, à un Oui, moment, oui. ils ont un peu voulu, ils se sont inspirés du club franciscain. Et je pense qu'après le club franciscain, effectivement, la Samaritaine a eu son mot à dire, comme le Golden Lion. Mais avant ça, c'était vraiment le club franciscain, et puis peut-être Rivière Pilote, l'Aiglon. Ouais, il y avait un peu le Racing aussi. José Ouais, Goron, quel joueur vous a le plus... Alors, vous étiez un très bon attaquant, hein, mais quel joueur vous a le plus marqué Mais en fait, durant votre carrière? je n'ai pas de joueurs parce qu'il y en avait tellement. C'est-à-dire que moi, j'ai une panoplie de joueurs qui me marquaient. Déjà par rapport au fait que bon, j'avais un poste où j'étais pratiquement milieu avant, j'étais 10, même Patrick Persin est passé par cette case-là de numéro 10 avant. Moi, c'était Thierry Fondelot. Thierry Fondelot, tu avais aussi Jean-Pierre Honoré, Jean-Hubert Sophie, Patrick Persin. Oui, ça de cette génération-là, ça de ces joueurs-là, tu vois. Quand on parlait de cette génération-là, lors des matchs Club franciscain Aiglon, Club franciscain Racing, Club franciscain Samaritaine, comme vous voulez, lorsque tu vois le Club franciscain, tu avais pratiquement 3-4 joueurs offensifs qui sortaient du lot. Et dans les 4, tu avais Jean-Hubert, Jean-Pierre, Patrick et puis Rodolphe Rano. Et quand il y avait les fameux matchs Club franciscain Aiglon, tu vois, tu avais Thierry Fondol de l'autre côté, les deux frères Jean-Louis. Moi, il n'y a pas un joueur type qui m'a marqué. C'est une panoplie de joueurs que je regardais, que je venais voir jouer, puisque bon, j'étais à Gassulotte, bon, on n'avait pas encore le niveau du Club franciscain. Et voilà, en parlant de niveau, José, quel était le niveau général, hein, du football martiniquais durant ces années? Mais on ne va pas aller loin. On a parlé de la sélection pratiquement. C'est-à-dire que lorsqu'on était en sélection, on avait 2 tiers de locaux, 1 tiers de pros. Ce qui veut dire qu'on avait déjà une génération de joueurs locaux qui avaient un niveau pouvant rivaliser avec des nations, par exemple. Bon, on a rivalisé avec Trinidad, on a éliminé le Canada. Donc, il y avait un certain niveau à cette époque-là qu'on n'a pas maintenant, où on est obligé de puiser sous les pros en changeant la formule qu'on avait, puisque ça, on l'avait imposé, c'était Patrick le capitaine. Et avec David Dicano, il y avait des cadres qui avaient imposé 2 tiers de locaux, 1 tiers de pro. Ok. Et on assumait derrière en tant que joueur local. Et en fait, cette génération-là, on ne le retrouve pas à l'heure actuelle. Mais il y a tellement de choses qui se sont passées par la suite. Ça veut dire que le niveau a changé C'est ça, par rapport au Et- fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant exact. et qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas Et maintenant. c'était qu'on quoi a le avant. quotidien d'un joueur amateur sur une semaine? En termes de, sélection? en termes de, non, Ah, d'accord. en termes de fréquence d'entraînement, par exemple, de qualité d'entraînement? Alors, je pense que c'était, quand j'étais au club franciscain, c'était 4 entraînements par semaine, plus le match. Et des fois, on s'entraînait même le matin. À un moment, il n'y avait pas de lumière au François, on s'entraînait le matin. Mais on était carrément semi-pro. On s'entraînait lundi, mardi, jeudi, vendredi, veille de match et match le week-end. Souvent, le vendredi soir, avec M. Pavio, on était bloqué. Et paix à son âme, et M. Pavio, il a voulu instaurer le professionnalisme très tôt en Martinique, sauf qu'on n'était pas payé, mais on avait les mêmes normes, les mêmes entraînements que les professionnels. Ok. Et selon vous, qu'est-ce qui faisait la force du football martiniquais concrètement? Alors, Gaël Germany, l'ambiance, le niveau de jeu, Ben, il y durant avait les un 20 peu de dernières tout. années. Déjà, je pense que José a mis le doigt sur quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas autant d'éléments extérieurs qui perturbaient la préparation du joueur. Donc aujourd'hui, les gars ont plein avec les téléphones déjà. Ensuite, la possibilité t'as pas mal de joueurs qui sont insérés socialement aussi, donc qui travaillent, donc qui ont les moyens de se déplacer. Moi, j'ai été entraîneur, donc
J'ai été confronté à ça. Un gars qui est amateur, il peut se payer des vacances. On a le phénomène de la croisière, par exemple, maintenant. Le gars, il va partir. Et ça, tu ne peux pas lui en vouloir parce que si c'est des gars qui sont plus installés avec leur femme, la femme a peut-être ses congés à cette période-là. Donc voilà. Avant, effectivement, tu avais l'impression que le foot prenait un peu plus de place parce qu'il n'y avait pas tout ça autour. Ensuite, les gars ont dit aussi, hein, moi je pense que c'est des gars qui se préparaient, qui aimaient ça, qui s'entraînaient sérieusement. Moi, sur ma période d'entraîneur aussi, j'ai constaté que les plus anciens, et il y en a un pour témoigner, Patrick par exemple, ne rataient pas d'entraînement. Peu importe la condition, peu importe les conditions, peu importe sa situation, si jamais il était aux soins, à la limite, là, il te passe un coup de fil pour te dire je suis aux soins. Mais tous mes anciens, entre parenthèses, que ce soit Dani, Patrick, Nico Zahir avant qu'il se blesse par exemple, ces gars-là ne ratent pas d'entraînement. Exemplaire. Voilà, ils sont présents à toutes les séances. Donc, c'est des gars qui vont être compétiteurs, qui vont pouvoir rivaliser avec des plus jeunes. Et ils sont censés montrer aux plus jeunes l'exemple. Donc, sur ça, Ouais, on était moins dispersés. On était moins dispersés auparavant. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux maintenant, avec la facilité qu'on a à aller de droite à gauche, mais on n'avait pas cette facilité-là avant. Et puis, il y avait la notion de groupe aussi dans le temps. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple. L'anecdote, c'est que bon, quand j'étais au Club franciscain, bon, il y avait des fameuses soirées le mardi soir, donc on allait en groupe. Tu vois, on était en groupe, c'est-à-dire que c'est pas Yann qui sortit, c'est tout le monde qui sortit. C'était l'équipe. Et puis, par contre, il y avait le sérieux à l'entraînement. Par contre, on était pris à l'entraînement. Et ça ne se ressentait pas lorsqu'on jouait. Et donc, c'était un super avantage que maintenant, il n'y en a pas. Et David Alexandre Dicano, est-ce que le public jouait vraiment le rôle du 12e homme avant? Le football a une place différente aujourd'hui. Le football avait une place beaucoup plus importante avant. Aujourd'hui, le football passe après beaucoup de choses. Et Gaël l'a dit, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire autre que le football. Du coup, très rapidement, ben, le joueur, s'il a une autre activité à côté ou un loisir à faire à côté, va le faire avant le football. Avant le football, on avait envie de percer, on avait envie d'avoir une personnalité. On avait envie d'être celui qu'on va regarder, qui va être le meilleur sur le terrain. Donc, on se donne les moyens. Là, aujourd'hui, le joueur, ben, qu'il soit moyen ou pas, on va dire, ça passe en deuxième lieu. Le public, avant, était coloriage. On avait l'impression que le grillage allait tomber. Tellement. Moi, je me rappelle, je vais beaucoup plus loin. Bon, les années 80, le Racing Club de Blood jouait au stade du Bourg. Je ne jouais pas en camé. J'allais au match avec mon père. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de place dans le stade. Les gens se poussaient le grillage. J'avais l'impression que le stade les grilles allaient tomber. Parce qu'on sentait que le public avait envie de pousser son équipe. Aujourd'hui, quand on va au stade, alors il y a des stades où aujourd'hui il y a encore ça. À la Samaritaine, il y a ce public qui est fabuleux. Mais il y en a un ou deux de publics comme ça. Alors avant, c'était partout pareil. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Donc pour que les gens viennent au stade, ben, il faut que les joueurs eux aussi remettent le football, à sa place, quoi, Ouais. à la place importante qu'il a dans la société. Et Patrick Persin, le public de la Samaritaine d'avant, c'était meilleur que celui d'aujourd'hui? Ah non, la Samaritaine, je pense, a toujours eu un très bon public. Hein, ben, moi, je suis retourné, j'étais à la Samaritaine en 2005, après Amiens, 7. Après Amiens, j'ai connu le football pro. À Amiens, il y a des supporters, mais Samaritaine, ça n'a rien à voir. C'est les meilleurs pour moi de tout ce que j'ai déjà fait. Et ils sont fous, hein, je trouve. Enfin, entre guillemets, ils sont fous. Ils vivent pour leur commune. Et je ne pense pas qu'il y aura meilleur public que ça en Martinique. Après, c'est vrai Ils innovent en plus. qu'à Sainte-Marie, les gens sont fous de foot. Oui. Ils sont fous de foot. Ça se voit même dans la ville. Dans la ville, déjà, mon élu le dit souvent, je suis au service des sports, quand la Samaritaine va bien, Sainte-Marie va bien. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas C'est de comme soucis. Marseille, quoi. Voilà. Après, aux entraînements, tu as du monde qui assiste à tous les entraînements. Quand il y a des événements finaux, ben, dès le matin, il y a une organisation qui se met en place. C'est vrai que ça, on a ça à Sainte-Marie et je pense qu'on aura du mal à le perdre en tout cas. Mais je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait un charter pour aller en métropole. L'avion était rempli de Samaritains. Pour la Coupe de France. Monsieur Marie-Jeanne, qui était président de la région de l'OTAN, Ouais. il avait donné des aides et l'avion était jaune et vert. C'était pour la Coupe de France? Pour la Coupe de Exact. France. Ah ouais. Donc on était obligé de gagner là-bas, on a gagné parce qu'on s'est senti chez nous. Bon, il y a des villes comme ça. Mais de toute façon, le stade de Dinan ne se remplit pas si ce n'est pas la Samaritaine. Ouais, non, Déjà, plus voilà, c'est vrai. déjà un exemple qui est clair. Et en gros, dans le temps, quand tu avais des finales autres que la Samaritaine, ça se remplissait. Oui. Mais là, à l'heure actuelle, si ce n'est pas la Samaritaine, par exemple, la tribune CDO du stade de Dinan, elle est vide. Ouais, Ouais. ouais. On va passer maintenant au thème 2, messieurs. Si vous
vous le voulez bien. L'actuel, le football martiniquais d'aujourd'hui, comment juger le niveau? Alors, en R1, on va commencer par Gaël Germani et puis après R2 et R3. Alors, le niveau général du foot martiniquais, moi, je pense qu'il a gardé quand même un très bon niveau. Le seul inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, tous les meilleurs joueurs sont dans les 3, 4, 5 premières équipes. Donc, une fois que tu as vu les 4, 5 premières équipes, ça commence à être compliqué. Avant, pour faire juste un petit parallèle par rapport à ce qui se faisait avant, comme je disais au début, à chaque week-end, chaque équipe, tu avais 4, 5, 6 joueurs où tu savais que ça allait être compliqué quand tu allais à Casse-Pilote, quand tu allais jouer l'Aiglon. Aujourd'hui, maintenant, voilà, c'est une fois que tu as fait RC, Golden Lion, Samaritain, Club Colonial, Club Franciscain. Ouais. Après, voilà, COT cette année qui a quand même une très belle équipe. Derrière les autres, on sent que ça va être compliqué pour eux. Donc voilà, moi je pense que quand tu regardes les joueurs qui sont sélectionnés, je pense que ça reste quand même d'excellents joueurs. D'excellents joueurs. D'ailleurs, je pense que quand on voit le groupe sur la dernière convocation, ces joueurs-là, ils peuvent traverser des générations. Ils peuvent traverser quand même. Sur les 23 convoqués, je pense que les 20 traversent des générations quand même. D'accord. Et c'est vrai, selon mes indiscrétions, hein, c'est des Christophe Jougon, c'est des Ardennes, c'est les Rupernais, Marajo, les Johnny Johnny Marajo, Marajo. Ouais. c'est les mêmes équipes. Et qui font partie des, Voilà. des 5 mêmes Ce équipes. sont les joueurs qui sortent du lot, C'est ça. pratiquement. Ouais. C'est ça. Et en R2 alors? R2, moi, je n'ai fait que 3 matchs. Moi, je pense qu'il y a un manque de culture tactique dans la R2. Ouais. Je trouve que c'est homogène, c'est physique, c'est athlétique. Mais je pense que c'est rare, hein. Les rares fois, c'est souvent pas la meilleure équipe de la R2 qui monte en R1. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'année dernière. Quand on regardait l'équipe du Racing, on se disait que le Racing serait en R1. Quand on regardait l'équipe Oui. de l'Assaut avec Ghislain Arbeau, on se disait que l'Assaut allait monter en R1. Et moi, je trouve que c'est l'équipe la mieux organisée, la plus sérieuse, la plus homogène, la plus athlétique qui monte en R1. Alors moi, je trouve que le football, c'est plus équilibré. C'est devenu plus équilibré. Avant, on avait de gros scores. Quand on rencontrait une R3, on avait des 12-16-0. D'accord. Là, maintenant, je trouve que ça s'est resserré. C'est-à-dire que je ne trouve pas José encore en Coupe de France. Oui. Donc, il est en R2, tu vois. Avant, le club franciscain où les grosses équipes rencontraient les joueurs de R2 et R3, il y avait une grosse différence. Ok. Là, je trouve que ça s'est équilibré. Enfin, je joue en R3 cette année, donc Oui. je peux vous dire que je suis agréablement surpris de voir le niveau de la R3. Même si, comme José l'a bien résumé, c'est très physique, très athlétique. Mais il y a un déficit de culture tactique. Et techniquement, on sait que ce n'est pas là que les meilleurs vont être. Mais je vois qu'aujourd'hui, José me racontait que Boconal les a gagnés, alors que Boconal est R3. Nous, on a perdu au pénalty contre l'Éveil, alors que l'Éveil gagne le COT. Donc, je trouve que c'est relativement équilibré. Et pour les bons joueurs qui sortent du lot maintenant, franchement, je leur tire mon chapeau parce que je trouve que c'est devenu plus difficile aujourd'hui de sortir du lot parce que le football est devenu tellement tactique. Avant, un gars comme Maradona, Pelé, il driblait un joueur, un autre venait après, 2 heures après, il venait, il driblait. Aujourd'hui, tu as Mbappé, il y a déjà 4 gars sur eux. C'est clair. Donc pour moi, un bon joueur qui sort du lot aujourd'hui, c'est un très bon joueur. Mais les bons joueurs d'il y a 20-25 ans ne sont pas obligatoirement, ils ne seraient pas obligatoirement les meilleurs joueurs de cette époque. Parce que tactiquement, ça a évolué. Voilà, et on le voit dans le football international. Il n'y a pas de gros écarts. On voit maintenant que le Luxembourg gagne celui-là, qu'avant c'était 12-13-0. Il y a une telle évolution tactique que le football maintenant est devenu plus équilibré. Et les gars comme Mbappé, comme Dembélé, les gars qui sortent du lot en ce moment, je trouve qu'ils sont vraiment forts parce qu'ils ont des plans anti-Mbappé. Quand je regarde les gars, ils ont 4-5 gars autour d'eux. Avant, tu driblais un gars, l'autre venait 2 heures après. Donc voilà. David Alexandre dit Non, mais ils ont tout résumé, les garçons. Hein. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, la R2 et la R3, c'est beaucoup plus physique. On peut jouer au football dans en le R1. sud. Hein. En R1, on peut jouer au football. On peut ressortir les ballons. En R2 et R3, ça prend sa balance. Et puis on est au deuxième ballon. Et aujourd'hui, c'est vrai que le problème qui se pose, c'est que quand il y a un joueur de R3 qui veut monter plus haut, il a des difficultés. Parce qu'il n'a pas le niveau. Et si on se met à jouer au ballon en R2 et R3, ben, tu ne montes pas. Et comme José l'a dit, ce n'est pas la meilleure équipe, ce n'est pas celle qui joue le mieux qui monte. Très souvent, des équipes qui jouent bien au ballon, mais qui ne montent pas. Ça, même au niveau national. Oui. José l'a dit, C'est moi, compliqué. par exemple, moi, j'ai fait une accession en Ligue 2, Ligue 1. On jouait pour ballon. Mais non.
On jouait pas au ballon, on jouait deuxième ballon, on avait On des cherche le gars. résultat. On cherche le résultat, oui. Voilà, Oui, et il faut être c'est prisé ça, sur le résultat. c'est être présent au deuxième ballon et voilà, jouer des coups. Mais effectivement, en R1, en fait, tu penses que tu as un peu plus de temps parce Oui. que il y a, en fait, voilà, c'est soit tu joues le titre, soit tu joues Ouais, la ouais, descente. Ouais, descente, ouais. En R2 et R3, déjà, tu as la pression d'aller essayer de performer rapidement pour essayer de monter, surtout si tu t'es fixé de grosses ambitions. Et puis, tu as des équipes aussi qui sont à venir pris en pied. Oui, tu as la pression du résultat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le résultat qui compte. Alors, est-ce que le président, est-ce que les supporters, est-ce que la ville va te laisser le temps de bien jouer au football pour monter après, ou bien tu te demandes, bon, il faut monter tout de suite. Donc tu montes, tu te débrouilles pour C'est monter. comme la Et R2, voilà. tu peux avoir des joueurs moyens avec une bonne organisation, mais Oui, tu montes. Mais si tu tu viens avec des joueurs C'est moyens, fini. non, c'est mort, tu joues le Tu vas maintien. s'en faire. Et d'une manière générale, R1, R2, R3, que penser de la formation martiniquaise? La formation. Mais moi, je l'ai dit, hein, qu'on a évolué tactiquement. Donc, c'est que je pense que de plus en plus, les éducateurs vont en formation. Les anciens joueurs se mettent en formation, sauf José Gouron. Donc, ça donne forcément une culture tactique à nos jeunes maintenant. Je discute avec mon fils qui a 13 ans, 12 ans, 12 ans, pardon, 12 ans et demi. Eh bien, il me parle de tactique. Il joue comme ça. Lorsqu'on joue bloc bas, alors qu'à mon âge, je ne sais pas ce que c'était. José Goron, vous jouez avec votre fils. Oui, je joue avec mon fils. Il a du R2. travail. Ton fils qui joue avec toi? Donc, Ouais, je pense que c'est le contraire, oui. que dire d'un jeune de 15-16 ans alors? Mais lui, il est passé par la formation SES. Donc, il a côtoyé le sport études, si on peut le dire. Et en gros, il a emmagasiné énormément. Il a pris de l'expérience aussi parce qu'à 15 ans, je trouve qu'il est quand même un petit peu mature, mais il lui manque encore beaucoup de choses, de la personnalité parce qu'il est encore jeune. C'est un garçon qu'il faut prendre son temps avec lui, regarder sa marge de progression, progresser avec lui, le faire progresser. Et en gros, le football actuel est devenu tellement robotisé que franchement, rares sont les fois où tu trouves une pépite qui sort du lot. Tu vois, c'est tellement collectif. Et Patrick a dit quelque chose qui est vrai par rapport au football européen, où tu vois, avant, on ne parlait pas de prise à deux, par exemple. Mhm. Tu vois, maintenant, tu as des prises à deux, prises à trois, Ni prises à de quatre. bascule, Et par donc, exemple. ouais, voilà, c'est devenu tellement tactique Ouais. que maintenant, pour entrer dans un collectif, il faut déjà avoir cette culture-là. Gaël Germani, David Alexandre Dicano, tactiquement, en tant qu'ancien pro, hein, vous sentez que le niveau est au-dessus aujourd'hui, au niveau du football en général? Alors, je ne sais pas si c'est au-dessus, mais c'est vrai que on a quand même un circuit de formation qui est compétent. Que ce soit avec l'équipe technique régionale, sous la houlette aujourd'hui, c'est Mario qui chapeaute le tout. Mais moi qui ai eu le temps d'être formateur un petit peu avec eux, d'avoir suivi ma formation d'entraîneur avec eux, même avant même de partir en métropole, je pense qu'ils sont compétents. Parce que moi, arrivé en métropole comme joueur, mais j'avais déjà passé mon brevet d'état premier degré en Martinique, eh ben, les gens étaient surpris de voir que j'avais des connaissances et que je pouvais même jouer plusieurs postes. Parce que, voilà, en étant formé en tant qu'entraîneur, je savais comment je devais évoluer en latéral gauche. Donc, du coup, j'ai fini ma carrière en tant que latéral gauche. J'ai eu le temps j'ai eu la chance d'évoluer aussi au poste de défenseur central. Donc, pour dire que tout ça, je pense que tactiquement, oui, le niveau est quand même monté de pas mal de crans. Et ça permet aussi, d'ailleurs, en sélection, je pense que même Marco là, peut sans doute en témoigner, on perd moins de temps sur cette partie-là. Tactique. Ouais. Tu as des gars qui arrivent et que tu les mets dans un circuit tactique ou des consignes tactiques, ils comprennent ce que tu dis. Tu ne perds pas de temps à expliquer aux gars, voilà, c'est ça la bascule, c'est ça une défense à 4 à plat. D'ailleurs, par exemple, ça ne se faisait pas avant. Avant, on jouait avec un défenseur central, un stopper. Et maintenant, tout le monde, peu importe le niveau, joue avec une défense à plat. Tout à fait, David Alexandre. Mais dès le jeune âge, hein, on parle de ça aux enfants. Hein. Moi, je suis à l'US Marinois, je suis responsable sportif. Donc, je donne le là à suivre à mes éducateurs. Mais dès le jeune âge, dès les 9 ans, 10 ans, on commence déjà à parler tactique. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu comme ça, le football moderne. Tu peux avoir une pépite, comme ils disent, une pépite qui sort du lot, qui va te faire 2-3 dribbles, qui va te faire basculer un match. Mais réellement, aujourd'hui, une équipe gagne un match collectivement. Donc, si l'on veut que le gamin arrive au niveau senior
avec une culture tactique, ben, c'est dès le jeune âge qu'il faut lui apprendre les choses. Ils ne sont pas perdus après. Patrick Persin, vous avez longuement parlé des sélections de Martinique avant. Aujourd'hui, la sélection d'aujourd'hui, elle est comment selon vous? Alors, ouais, je les ai regardés, parce qu'en plus, Gaël était entraîneur adjoint. Oui. Je trouve qu'ils sont pas mal. Hein. Ils nous ont fait honneur au haut niveau. Par contre, comme je le disais, mon seul regret, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs formés en Martinique. Tu vois. Il y avait des fois 11 joueurs que je ne connaissais pas vraiment. Donc, mais c'était pas mal. Ils nous ont représentés dignement. Par contre, moi, mon seul regret, c'est par rapport aux autres années. Il y a 10 ans, on connaissait tout, on parlait créole dans la sélection. Je ne sais même pas s'ils parlent créole maintenant. Tu vois. Non, je suis comme Patrick, je suis mitigé. Ok. Parce qu'on me dit, alors je discute beaucoup avec les gens dans la rue, parce que bon, voilà, je suis comme ça. On te dit, mais si tu veux avoir une bonne équipe, une bonne sélection, il faut qu'il y ait des professionnels pour que le Oui. niveau soit élevé. Ok, j'ai entendu. Mais les locaux, en fait, s'ils n'ont pas d'objectif de jouer en sélection, et c'est ça qui fait que notre championnat aujourd'hui est moins élevé. Avant, on était en joueurs locaux, mais le joueur savait qu'il pouvait jouer en sélection. Il se donnait beaucoup dans les entraînements. Il se Par contre, surpassait. Par contre, sans te couper la parole, David, Oui. aujourd'hui, si tu veux jouer au niveau, tu es obligé de prendre des joueurs de Tu vois, l'extérieur. je suis mitigé. Avec, Il faut les avec- prendre, mais les locaux, Voilà, du c'est- coup, comme toi tu dis, ils sont un tu es peu... obligé. Si tu ils- veux être au haut niveau aujourd'hui, tu es obligé de Mais prendre au notre, moins niveau, 6-7 gars. mais notre niveau local, il est moins bon. Puisque ces joueurs locaux Alors, en fait, ne jouent plus au niveau international. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dedans. Donc, Ouais, ouais. donc je peux aussi en toucher deux mots. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là, mais effectivement, moi, déjà, je pense que le niveau dans la Caraïbe est monté, il est bien, bien monté. Parce qu'il y a plein de nations de la Caraïbe, déjà, qui font appel à des joueurs qui évoluent dans les championnats européens, Ouais. même dans des championnats professionnels. Oui. Le joueur local, aujourd'hui, pourquoi? Je pense que quand il vient, il se rend compte quand même pourquoi on fait appel aux pros. Et je prends pour preuve, ça, je ne sais même pas si je vais comment en parler. Moi, j'ai eu une récupérée sur la trêve, là, et j'ai été agréablement surpris quand il m'a dit, écoute, j'ai commencé ma préparation. J'ai commencé ma préparation. Aujourd'hui, quand on le voit sur le terrain, Mhm. je ne vais pas dire qu'il vole, mais il s'est mis au niveau sélection. Donc, je pense qu'il faut plus prendre ça de ce côté-là. C'est-à-dire que, les gars, aujourd'hui, on fait appel à des pros parce qu'effectivement, pendant un moment, vous avez cru que c'est plus accessible ou vous n'avez peut-être pas les moyens. Au contraire, mettez-vous dans les conditions. Mais qu'est-ce qu'on veut leur proposer à ces joueurs locaux pour lever le niveau de jeu? Ah, mais ça, c'est à nous maintenant, éducateurs. ouais, c'est ça. C'est nous, les éducateurs, qui devons mettre ce qu'il faut. Alors, c'est clair, hein, comme on a dit, il y a tout ce qu'il y a autour qui pervertit un petit peu notre jeunesse ou notre système. Mais je pense que il y a un autre problème aussi que les gens ne réalisent pas encore. C'est que nos jeunes quittent le département rapidement. Ouais. Nos meilleurs, ceux de la SES, il y en a même un qui est en équipe de France maintenant, Oui, Richard Suti, ils partent. le gardien. Ils partent. Nous, à notre âge, dans notre génération, on ne partait pas. Moi, je suis parti à 24 ans parce que j'ai fait une aventure une Coupe de France. J'étais parti à l'essai à Guingamp, ça ne s'est pas bien passé. Donc, finalement, moi, j'ai déjà fait une croix là-dessus. Patrick a signé pour tardivement. 26. Toi, tu es parti un peu plus tôt. José n'a jamais voulu partir. Parce Mais que... il aurait dû, il aurait pu. Pardon. Oui, Ah il oui, aurait, oui, mais oui, c'est oui, sûr. c'est clair. Mais il avait, je ne vais pas dire qu'il avait ce qu'il fallait ici pour ne pas partir, mais il y en a plein. Jean-Pierre n'est pas parti, Jean-Hubert n'est pas parti, alors qu'eux, apparemment, ça c'est la légende qui dit qu'ils étaient en contact avec des clubs anglais. Enfin, on ne partait pas. Jean-Hubert, oui, c'est vrai. On partait Et pas, tu José vois. Goron, votre avis sur ce sujet sélection aujourd'hui? Non, en fait, je rejoins Gaël, mais le problème qui se pose, c'est que pour moi, hein, on n'a pas assez de moyens pour pouvoir faire progresser nos joueurs locaux. Par exemple, tu vois, nos matchs internationaux, on ne peut même pas en faire pour se mesurer aux grosses nations. Par exemple, on prépare la Gold Cup, les éliminatoires de Gold Cup. Par exemple, on aurait pu rencontrer des nations beaucoup plus fortes. Lorsqu'on se met à faire des matchs contre une entente peut-être de sélection du Nord, tu vois. Donc, par rapport au niveau, tu vois, le joueur amateur, le joueur local, tu vois, il ne progresse pas, tu vois. Il n'a pas la culture des matchs pratiquement anglophones où tu vas rencontrer Jamaïque, tu vas rencontrer Haïti, des matchs amicaux comme ça de prestige. Et puis, il y a aussi le problème de l'amateur, c'est savoir se responsabiliser. Gaël l'a dit, Enrique Pernet, il s'est responsabilisé, il a fait sa préparation avant tout le monde. Tu vois. Donc, et puis, il y a des regroupements qu'on devrait faire peut-être plus souvent avec les joueurs locaux. Et puis, peut-être aussi avoir les moyens, parce qu'il y a les moyens aussi. Il faut avoir les moyens financiers, il faut avoir des partenaires pour pouvoir se permettre
de faire des regroupements avec un certain nombre de joueurs pro et avec les locaux. Alors, justement, transition toute trouvée, on va parler maintenant de l'avenir du football martiniquais, le thème 3. Donc, lors de l'émission précédente, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de financement, de formation. Aujourd'hui, quelle priorité faudrait-il fixer pour améliorer le football martiniquais? Il faut les finances. Moi, je crois que c'est un problème de finances. C'est comme disait, je vois José, c'est ce qu'il disait. Pour pouvoir faire évoluer le joueur local, il faut qu'il y ait des regroupements, il faut qu'il y ait des matchs amicaux de haut niveau, faire des matchs amicaux. Alors, la situation géographique de la Martinique est compliquée. Mhm. Pour pouvoir faire des matchs de haut niveau, il faut souvent voyager, il faut souvent sortir de l'île, il faut des moyens. Même je crois des équipes professionnelles dans l'Hexagone. Faire voyager ces joueurs locaux, sélection qui va jouer en métropole pendant une semaine, il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on sorte. Alors que financièrement, je comprends que c'est compliqué. Mais pour moi, l'axe principal serait celui-là. Mais c'est pas. Et tu as la situation du joueur aussi, la situation professionnelle du joueur. Donc, on n'est pas pro. Donc, il y a toute une organisation à faire déjà individuellement. Il faut des finances. Et puis, il faut des finances Puisque pour ça. Et le puis, joueur qui quand part, on parle il faut- d'infrastructures, Ouais. pour les infrastructures, il faut des finances pour ça. Donc, forcément, c'est un petit peu compliqué, Ouais. à la fois compliqué, mais faisable si on a les moyens. Moi, je pense qu'on peut avoir un niveau, parce qu'en qualité intrinsèque, le joueur local en qualité intrinsèque n'a rien à envier avec un joueur pro. Mhm. Par contre, le joueur pro, il est tout le temps à l'entraînement. C'est son travail. Tandis que nous, on a la situation professionnelle, plus la situation sportive. C'est peut-être pas évident déjà psychologiquement à gérer. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais si on arrive à faire l'amalgame des deux, on arrive à gérer ça même avec les entreprises, avec les collectivités et avec l'équipe dirigeante du football martiniquais, on peut amener un joueur local, un joueur Il faut amateur faire des stages, au des niveau. perfectionnements, des Ben, stages avec les joueurs. il faut les moyens et puis leur apprendre. il faut des disponibilités aussi des joueurs locaux qui pouvaient permettre ça. Quelle Germanie, est-ce qu'on peut parler de niveau à faire progresser en tant qu'ancien joueur pro, ancien sélectionneur adjoint de la Martinique? Est-ce qu'il faut faire progresser le niveau en Martinique? Alors oui, de toute façon, tant que tu pratiques, il faut aller chercher l'excellence. Donc il faut toujours s'améliorer. Après, voilà, tous les facteurs que tu as cités en préambule, il faut tous les actionner, en tout cas tous ces axes-là, pour faire monter encore le niveau. Après, voilà, on va peut-être se répéter, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses autour maintenant, ce qui fait que voilà, ça ralentit la progression, mais je pense qu'on passe trop sous silence le fait que nos gamins, alors déjà démographiquement, on est moins nombreux, on a moins de joueurs du coup de foot, et ils partent de plus en plus tôt. Oui. Tous nos meilleurs gamins, je prends l'exemple de la Samaritaine par exemple, tous nos meilleurs gamins, depuis qu'on a créé notre section sportive, tous nos meilleurs gamins n'arrivent pas en équipe senior. Parce que soit la section sportive, c'est un double projet, sportif et au niveau scolaire. Eh bien, si tu n'es pas bon au foot, on te sort de la section. Si tu n'es pas bon de l'école, on te sort de la section. Donc, comme il faut être bon dans les deux, Mhm. eh bien, ça compte, ça progresse. Et du coup, le gamin, si sportivement, il ne peut pas partir, il va partir pour l'école. Donc, tous ceux qui réussissent après la troisième, eh bien, souvent, ils sont déjà hors du département. On a un gamin qui a joué la CONCACAF, le gardien. J'oublie même son prénom. Eh ben, il a fait la CONCACAF avec nous à Saint-Domingue. Ouais. L'année d'après, il est parti en STAPS à Rennes. Aujourd'hui, il a sa licence STAPS. On a mon ancien entraîneur adjoint, Jean-Michel Saint-Gamalon, son fils, Thaïs, Oui. qui est parti tout de suite après le collège, qui a eu le bac cette année. Donc tout ça, c'est des gamins qu'on aurait dû avoir cette année, entre guillemets, ou depuis l'année dernière, sur notre section senior, mais qui ont fait le choix de quitter le département. Et je vais me répéter, mais nous, on ne partait pas. On était là. Patrick Persin, c'était le grand projet de l'ancien président de la Ligue de football, Samuel Perrault, de mettre en place une forme de semi-professionnalisme en Martinique. Je ne sais pas si on dit que tu as lu dans mes pensées, parce que je pense à lui. Je pense que la solution pour tous ces problèmes-là, ce serait d'avoir le statut FIFA. Comme aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie qui joue la Coupe du Monde des U20. Oui, chez les jeunes, oui. Alors, est-ce que c'est une volonté politique de la Fédération française de football de ne pas vouloir que les Martiniquais évoluent? Mais moi, je pense que si on avait le statut FIFA, ça aurait arrangé beaucoup de choses. Quand je vois les petites nations, les petits pays autour de nous qui ont tellement d'infrastructures, ils ont des dons, des gars, il est mieux placé que moi pour savoir ça, pour dire ça.
Mais moi, ça me frustre parce que je pense que la Fédération française de football, sans langue de bois, nous met des bâtons dans les roues, nous freine. Là, je n'ai plus rien à prouver, j'ai déjà fait mes trucs. Mais je pense que si le jour Je où, rejoins. comme tu as parlé de Samuel Perrault, il s'est battu, il se bat toujours, Ouais. le statut FIFA aurait arrangé beaucoup de choses. À tous les niveaux. On aurait dit que la Fédération française nous laisse progresser là où ils ont envie qu'on s'arrête. Franchement, hein, c'est ça. Oui. Ne serait-ce que pour libérer nos joueurs. Ils ne nous aident pas à avoir nos joueurs pour les campagnes de CONCACAF. C'est pas normal. Ça, c'est vrai. Donc la Fédération française, voilà, je pense qu'ils ont les clés. David Alexandre Dicano. Non, je pense que Patrick, il a dit ce que je pensais très, très, très fort. Non, c'est vrai, bon, quelque part, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. José Goron, est-ce qu'on peut mettre en place au moins un niveau semi-pro dans l'administratif, dans... De toute façon, on va pas s'éterniser à se répéter. Je pense que Patrick a déjà tapé dans le mille. Personnellement, je pense que ce statut-là, c'est vrai que ça a permis énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y aurait eu beaucoup plus d'ouverture sur l'extérieur et permettre à nos jeunes, à nos joueurs de progresser. Vous parlez Mais du si- statut FIFA. Bah oui, si Ouais. tu n'as pas ce statut-là, tu es bloqué, tu arrives à une certaine limite où tu ne peux pas aller plus loin. Et donc, ça freine beaucoup de choses. Donc, quand tu regardes la nouvelle carte, oui, je regarde un petit peu, Coupe du Monde du vin, voilà. Quoi. Après, la FFF met en place des dispositifs quand même pour améliorer le Mais c'est football. toujours limité, c'est ce que je veux Ah, te dire. ouais, Ça mais dit- je te c'est- comprends, c'est- faut pas te montrer. Mais c'est toujours limité, ça veut dire que C'est ça va pas pas plus suffisant, loin. c'est pas Ça veut dire que suffisant. si on veut gratter un petit peu plus, donc on est bloqué, on est freiné. Et quand Patrick dit que nos joueurs ne sont pas libérés, même au moins nous permettre d'avoir certains joueurs pro, puisque vous nous limitez à ne pas avoir le statut FIFA. Mais on a des demandes qui sont fortes pour pouvoir avoir une sélection assez forte lors de la Gold Cup. Donc on est bloqué par ça. Gaël Germani, est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à tout ça? En tant qu'ancien joueur pro et ancien sélectionneur adjoint, vous avez connu cette relation avec le monde professionnel et la sélection. Ouais, c'est compliqué. Après, alors, il n'y a pas que la Fédé. Même moi, quand j'étais encore joueur, souvent les gars pensaient que c'était pour aller partir en vacances qu'on rentrait en Martinique. Alors que derrière, tu as beau leur expliquer que la Gold Cup, c'est l'équivalent du championnat d'Europe, mais pour les nations de la Caraïbe, d'Amérique centrale et du Nord, les gars, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc moi, j'avais souvent du mal. Ça a été plus facile quand mon temps de jeu était réduit à Arles, donc de rentrer en 2012 pour la qualification en Gold Cup 2013. Mais après, même en étant effectivement en tant que sélectionneur adjoint, souvent la liste est changée. En 3 jours, tu dois la changer 4 ou 5 fois parce que le club c'est oui, c'est non, finalement non. Il va venir pour un match, il vient, mais il faut le laisser, il faut qu'il joue 60 minutes. Et là, en fait, tu es en train de quémander à chaque fois. Donc c'est clair que moi, je pense que je me mets du côté de la Fédé, j'essaie de comprendre aussi, parce que je pense que si la Fédé nous donne notre statut FIFA, la France n'aurait eu aucune Coupe du Monde. Je pense que Thuram, par exemple, on n'aurait jamais joué Thierry Henry. pour la Fédé, ils auraient joué pour la Ligue de Guadeloupe. Moi, je pense qu'il faut trouver un deal avec eux. Moi, je pense qu'à partir de 28-29 ans, quand le gars n'ira plus en sélection, un peu comme Bruno Gougy quand il est venu, c'est parce qu'il savait qu'il n'irait plus en équipe de France. Là, il faut faciliter le deal. Après, peut-être avant, ok, on peut comprendre, mais à partir de 28, 29, 30 ans, les gars peuvent venir nous ramener un petit coup de main ici et faire monter le niveau ici. Alors, moi, j'ai une anecdote. Peut-être que ce n'est pas mon rôle sur ce plateau, mais en tout cas, je sais que Didier Deschamps, il avait dit non à Sébastien Carole et José-Pierre Carole Fanfan de venir en sélection de Martinique parce qu'il croyait que quand on parlait de rassemblement à Miami et tout, c'était pour faire des vacances. Non, Ça, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué. Après, c'est aussi. pas surprenant parce que Didier Deschamps. les gars ne connaissent pas. Les gars ne connaissent pas. Ils sont dans leur truc. C'est comme ici, des fois, on va demander à un gars comment ça se passe le championnat, je sais pas, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les gars vont pas savoir. Alors moi, Oui. ça m'est arrivé lorsque j'étais à Amiens. Ok. En 2002, j'arrive avec Charles-Édouard Corridon. Mais les joueurs d'Amiens, parce que j'avais en vacances, on a coulé douce, tout ça. Et c'est au retour, 2003. 2003, Gold Cup 2003. 2003. Et c'est au retour, il m'a dit, hey, mais t'as joué contre la sélection des États-Unis, on t'a vu tout ça. Donc, on n'était pas pris au sérieux. Ok, Donc, ok. il fallait vraiment qu'il voit qu'on a joué contre les États-Unis. La grosse sélection, il y avait Donovan Bailey et tout ça. On perd 1-0 à la dernière minute. On prend but à la dernière Ça, minute. c'est Salvador. Hein. Non, on a pris un but juste avant la mi-temps, contre la dernière minute de la première mi-temps.
contre, Oui, juste avant la mi-temps. contre Juste les avant la États-Unis. mi-temps. Contre les Ouais. États-Unis. Contre les États-Unis. Et Ouais. on a fait un gros match. Hein, donc, Non, c'est pas qu'ils ont. Ils savent pas. En fait, ils savent pas. Et même, les gars, c'était à l'avant, quand ils sont venus, ils ont joué au stade de Dillon devant le public, ils étaient impressionnés. Moi, j'ai joué en national, Ligue 2, Ouais. aller à la limite, Ligue 2, fin de Ligue 2, quand tu joues vraiment la montée, le stade est rempli. Mais national, il y a personne. Quand les gars sont venus à Dillon, ils ont été impressionnés par le public. Et quelles sont vos attentes sur la sélection d'aujourd'hui et de demain avec Fabien Mercadal, le nouveau sélectionneur? Alors moi j'ai un regard un peu spécial puisque j'étais à Marseille avec Fabien. Ah, vous le connaissiez? Ouais, j'étais en centre de formation avec Fabien pendant quelques années, donc on a un rapport très amical, très fort. On est toujours en contact, même avant qu'il soit nommé entraîneur. On se parlait sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai de très bons rapports. Donc je lui souhaite le meilleur, évidemment. Oui, oui. Moi, comme je dis, la sélection de Martinique a déjà fait de belles choses. Elle a bien représenté notre skill, très honnêtement, jusqu'à aujourd'hui. Elle pourrait faire mieux. Mais aujourd'hui, la Martinique, aujourd'hui, a été bien représentée. Tout ce qu'on espère aujourd'hui, c'est qu'elle fasse aussi bien, voire mieux. Et surtout, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, que toute la Martinique parle du même langage. Parce qu'en fait, je trouve qu'on se dit chiot trop, et ça agit sur les joueurs. Ça agit sur la sélection. Très honnêtement, aujourd'hui, il y a trop de débats. Il y a trop de gens qui parlent. Allons parler du même langage. Allons la supporter, parce que je crois que les joueurs ont besoin de ça. On parle de joueurs qui viennent de métropole, aussi qu'on ne connaît pas beaucoup. Comme disait José, ils ne savent même pas si ça parle créole. Mais peu importe. Ils viennent porter le Il y a maillot un martiniquais. attachement, quoi. Allons essayer de parler du même langage. Parce qu'honnêtement, il y a de quoi faire. Moi, c'est ce que je souhaite. José Gouron. Mais pas grand chose à dire, hein. Je pense qu'on a les outils pour ça. Ça, déjà, parle des joueurs. On a des joueurs avec de grande qualité. Bon, on a pas un sélectionneur qui a, je pense, de l'expérience. Puisque, bon, il était dans le milieu pro. Donc, je pense qu'il a de quoi travailler en Martinique. Maintenant, faire avancer le football martiniquais, ça passe par quoi? Ça passe par énormément de choses. Ça passe par un suivi de tous les joueurs, une assiduité de tous les joueurs. Et ça, c'est un combat que chaque éducateur de chaque club mène. Et c'est pas évident. Ce serait un de vos vœux? Hmm. C'est- Moi, ça veut dire qu'il faudrait peut-être professionnaliser le football martiniquais pour pouvoir être à un certain niveau. Quand je dis professionnaliser, ça veut dire que avoir des possibilités, d'accord, de pouvoir s'élargir sur le continent même du football. C'est-à-dire que pas spécialement être figé dans la les pays Martinique. caribéens, tout ça, aller un petit peu plus loin. Et tant qu'on ne fera pas ça, on aura du mal à résister à tout ce qui se passe autour parce que le football a beaucoup évolué et ça évolue positivement pour les autres nations. Mais nous, si nous, on reste pratiquement bloqués, figés sur notre football local et qu'on n'extériorise pas les joueurs locaux ailleurs, ça va être compliqué. Et c'est là qu'il faut qu'on y aille. Tu parlais du Parce que semi-pro. déjà, Semi-pro, c'est ça. quand vous regardez bien, il y a beaucoup de générations qui sont passées depuis 2002. On n'est pas passé encore. Il y a souvent 3 entraînements par semaine en senior. Est-ce qu'il faut repasser à 4? C'est compliqué. Les gars travaillent, ils sont fatigués. C'est ce qu'ils vont te dire. Hein. On est fatigué, coach. Non. 4 entraînements par Ouais, semaine, mais c'est il y a ce compliqué. problème-là. Il va être être programmé 4 séances, mais ils ne viendront que 3. En fait, nous, en R3, cette année, on s'entraîne 3 fois. Donc en R1, je pense que 4, je ne suis pas d'accord avec eux. 4, c'est... Ouais, Pour moi, c'est bon. Non, c'est faisable. Après, on Mais est amateur, après, voilà. parce que sur les 4, Bah oui, il y a toujours ils un viendront pas. qui va Les rater 4. un entraînement. C'est ça. Donc tu fais 3 entraînements aujourd'hui, à mon raté un, donc je fais 2. En sachant quand même que pour l'équipe qui joue le vendredi soir, le jeudi, c'est 3/4 d'heure, 1 heure. Oui. C'est pas 1h30. C'est plus court. Ouais. Mais ça n'empêche quelque part que le gars va te dire je viens 3 fois, pas 4. Après, c'est l'émulation qu'il y a autour. Qui Moi, est je pense autour, que, ouais. que franchement, quand tout est réuni, en tout cas, quand l'ambiance est bonne, quand l'ambiance est saine, Patrick Lorry peut tout ça assez souvent, les gars viennent. Les gars viennent. Après, quand tu prends du plaisir à l'entraînement aussi, si vous savez que Lorry fait, ça ce qu'il fait, ou tu sais que tu ne vas pas prendre de plaisir, tu sais qu'il n'y aura pas de jeu à la fin, C'est ça. Bouga est fini. Après, Parce que le revers de la médaille, c'est que comme tu es amateur, tu travailles. Tu as un travail, tu travailles, tu lâches chez toi de 7h, tu reviens à 18h. Tu as besoin d'un exutoire. Et pour nous tous là autour de la table, je pense que le football, c'est notre exutoire. Donc, là, fini une journée de travail, tu te dis, allez, manque à aller. Donc, pour moi, tu vas faire quelque chose que tu aimes, c'est gratuit.
C'est pas forcément. On n'a pas besoin d'un jour forcément de repos Voilà, c'est pour, pas une contrainte. Non, pour respirer après Et le même quand tu as travail. besoin de repos, tu vas, tu fais un petit décossage, tu t'étires, tu vois les copains. Plaisir, ouais, Donc c'est- tu es dans une. Non, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, je vois les gars en entraînement, même si il y a une émulsion, même s'il y a, il y a un projet qui est intéressant pour eux, ben, ils vont signer. Ouais. Alors, ils vont C'est faire, votre, mais c'est ils votre vont- regard en tant que coach aussi. Oui, hein. c'est-à-dire qu'ils Après, on vont- est chimboule. Après, c'est vrai voilà, que nous, on est voilà. plus chimboule que la Moi, nouvelle génération. Ouais, Je mais suis- je rejoins Patrick. Hein. Oui. Quand je te parle d'émulation autour, on en rigolait au début. Mais le fait d'avoir, parce que j'observe un petit peu la Gauloise là, parce que je suis pas trop loin, ne serait-ce que d'avoir des Bientôt le tenues scoop. d'entraînement, Ouais, voilà, tenues déjà, d'entraînement, c'est tenues de intéressant, sortie. ouais. Ah oui, Les oui. gars sont, hier ils étaient 32 à l'entraînement, tu vois, et en Ah, toi, toi. avec des gars qui peut-être ne joueront jamais, mais ils ont créé ce qu'il faut autour. Aujourd'hui, on va pas se mentir, en réseaux sociaux, ce week-end, ils ont fait des photos. Tu vois, tout ça fait qu'aujourd'hui, voilà. J'ai envie de Après, dire. quand tu es éducateur, c'est usant parce qu'il faut trouver Ouais. la petite fibre, la petite corde là qui fait faire venir, la petite carotte. Tu vois. Pour revenir sur un petit peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure, moi, j'ai rencontré par hasard le nouveau sélectionneur. Moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il sait où il a mis les pieds. Donc aujourd'hui déjà, moi, je pense qu'on a gagné beaucoup de temps sur ce qu'il va mettre en place. Après, comme tu dis, moi, je pense qu'il faut aller tous dans le même sens. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est en place. Il faut lui donner les moyens, il faut lui donner des solutions, astuces aussi pour lui permettre. Donc comme il a des entrées au pays, donc je pense que tu vas être un bon relais pour lui. Mais moi, je pense que effectivement, on a raté la Gold Cup de peu cette année. Oui. Il faut y retourner. Il faut y retourner justement pour qu'on ait cette vitrine-là, pour continuer à motiver les gens, et surtout nos joueurs, même si on a l'impression qu'on va faire appel à des pros. Moi, ça me frustre en fait quand on parle un peu comme ça, parce que j'ai fait les deux. Oui. J'ai fait les deux. Ah non, moi, je suis pour. Et, Moi aussi, et je me suis dit, mais moi si aussi, j'ai moi Jeff, aussi. un enfant en France, et puis finalement il vit avec sa maman en France, oui. est-ce qu'il a viré, il dit ça, Je suis pour. Oui, oui. Bouga Martiniquais. Oui, je suis mitigé, moi. Moi, je suis mitigé, Voilà. Donc, je comprends tout le monde. C'est une question d'attachement. Mais- oui, c'est ça, je comprends tout le monde. ouais, et puis savoir ce Mais- qu'on veut. mais- C'est-à-dire que si on veut aller à l'international, Tu es obligé. voilà. T'es obligé. Faut- Mais je pense à mes locaux. Oui, il faut. Moi, je pense à eux je aussi. pense il faut à- penser à- mais je- Parce qu'ils ont envie d'y aller mais aussi. ils ont envie d'y aller, mais est-ce qu'ils se donnent les moyens? Moi, Cette génération Pas de tous Patrick ensemble. Péansin Oui. de l'époque a beaucoup voyagé dans la Caraïbe. Ils ont connu, ils ont, David, ils je ont- te dis un truc. ça fait Patrick va peut-être sérieux, pas ça en peut ouvrir parler. l'esprit. Moi, à l'époque, on me disait que Patrick prenait des cours de vitesse. Ouais. Il allait prendre des cours d'athlétisme pour aller vite. Oui. Tu vois? Est-ce qu'on a un joueur aujourd'hui qui va faire ça? C'est ça, c'est ça, ouais. Donc, quand on me dit Patrick, oui, Oui. Patrick, c'était, voilà, il se donnait les moyens. Il savait où il allait. Voilà, voilà. Et c'est ça, José c'est Goron, votre exemplaire. avis sur tout ce qui a été dit et puis aussi pour revenir sur la fréquence d'entraînement, cette volonté en tant qu'éducateur de C'est-à-dire que remettre la il y a- passion il y a, aussi Il y a, il y a aux le jeunes. contenu de l'entraînement qui peut intéresser les joueurs à venir aussi. Il y a le contenu. C'est-à-dire qu'il faut avoir des entraînements variés, d'accord, pour que les joueurs puissent être intéressés, pour qu'ils puissent se motiver à venir à l'entraînement. D'accord? Et puis, pour revenir au football, même au football martiniquais, puis les fréquences d'entraînement, Patrick l'a dit, moi je pense que 4 entraînements seraient suffisants en R1, Ouais, ouais. 3 en R2. De toute façon, forcément, c'est pratiquement sûr, puisque moi je suis adjoint à Casse-Pilote, c'est pratiquement sûr que tu peux avoir 25 lundi, mais tu peux avoir 15 le mardi. Et puis dans les 15, peut-être que dans les 15, tu en as qui ne sont pas venus le lundi, Ouais, qui sont dans les c'est 15. ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que les joueurs aussi se responsabilisent aussi. Par exemple, en tant qu'amateur, et c'est ce qui n'est pas évident, qu'on n'arrive pas à dénicher chez le joueur. Tu vois, le titiller pour qu'il puisse venir tous les jours, qu'il puisse être assidu. Et puis, on a un problème ici en Martinique. C'est-à-dire que moi, je vois le contraire. C'est-à-dire que quand tu perds, tu viens à l'entraînement parce que tu as perdu. Mais chez nous, c'est quand on gagne qu'on vient. Quand on perd, on ne vient pas. Quand tout parce va qu'on a bien, perdu. quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est quand tout va bien, tout le monde est là. Mais c'est quand tout va mal qu'il faut Ils qu'on s'entraînent que pour la Coupe de France, tu vois. Eh bien, justement, ils sont souvent là parce qu'on est peut-être en Coupe de France. C'est-à-dire qu'on a cette mentalité-là où on est mentalement, on se dit, bon, on a perdu, donc je ne viens pas, je vais venir mardi, je ne vais pas lundi. Alors que c'est le contraire, justement. José Goron, on va conclure cette émission très rapidement, mais il reste 2 minutes. Le papa qui joue avec le fils, en quelques mots, ça fait quoi? Ben, c'est une fierté, puis c'est assez surprenant parce que je ne pensais pas que j'allais jouer avec lui. Donc, tout jeune, il avait dit qu'il voulait jouer avec moi, mais bon, il avait 4-5 ans. Donc, 4-5 ans, moi, je ne pensais pas que maintenant qu'il a 10 ans après, j'allais jouer avec lui. Donc, c'est une fierté.
il est un petit peu mal à l'aise, je ne vais pas le cacher, parce qu'il est un petit peu impressionné aussi, parce qu'il a 15 ans, par rapport aux joueurs qui sont autour et par rapport à moi aussi. Je le vois et souvent il me regarde. Et puis l'anecdote, c'est que bon, sur le terrain, il m'appelle papa quand il demande le ballon. C'est logique. Tu vois, oui, c'est logique. Mais en C'est même temps, respectueux aussi. c'est un petit peu Ouais, bizarre. du profiter, mais Ouais. je comprends ce qu'il dit parce que moi, à l'USM, je suis central de l'USM, j'ai mon fils aujourd'hui qui est double classé, qui joue en senior. Donc ce qu'il dit, je le comprends parfaitement. Des fois, ça peut être un petit peu gênant. C'est gênant. Mais en même temps, il faut faire. Pratique bientôt, ça sera ton cas. Ouais. Franchement, j'aurais tellement aimé ça, mais je ne pense pas que je pourrais. Non, c'est En gênant. tant que Pourquoi? coach. Parce que En tant que lui-même. coach. Comme coach, Ouais. peut-être, ouais. J'ai eu mon père aussi, je l'appelais Yuyu. Hein. Ouais. Comme coach. Ouais, il l'appelle Yuyu. Mais À la lui-même, maison, papa, sur le terrain, mon Yuyu. fils, lui-même, quand il vient à l'entraînement, tu vois, comme je suis là, tu vois, il lui manque, il n'est pas assez rebelle parce que je suis là. En fait, il est un petit peu respectueux, il a peur de mal faire parce que je suis là. Et en fait, il faut qu'il se détache un petit peu de moi. Je parle de football, hein. Et puis qu'il se lâche un petit peu plus D'accord. parce que bon, il a un bon potentiel. D'accord. Mais je pense qu'il est un petit peu impressionné toujours et qu'il est encore jeune, donc je lui laisse le temps de faire. Ok. Donc, je ne vais pas le brusquer non plus. Ben, super, ce sera le mot de la fin. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette 5e table du foot. Un grand merci également à nos 4 invités présents sur ce plateau. Et puis à tous ceux et celles qui ont contribué à cette émission, je vous remercie grandement. À très bientôt.